Bonsoir à tous et bienvenue. 300 tablettes numériques ont été réceptionnées ce lundi par le ministère de la Santé, un don du Conseil national de sécurité pour renforcer le dispositif national du pass sanitaire. Les maisons préfabriquées, ces maisons préassemblées en usine, ont la cote à Abidjan, robuste, économique et confortable et séduisent de plus en plus d'Ivoiriens. Et puis l'ex-vice-président de la Fédération ivoirienne de football était face à la presse ce lundi. Sori Diabaté récuse toutes les accusations de mauvaise gestion portées contre lui par la présidente du comité de normalisation de la FIFA. Un coup de pouce à nouveau du Conseil national de sécurité pour la mise en œuvre de la stratégie vaccinale contre la Covid-19. 300 tablettes numériques viennent d'être mises à la disposition du ministère de la Santé pour renforcer le dispositif national du pass sanitaire. Un don réceptionné au secrétariat général du CNS est en présence de Thiemé Danger et Fulgence Kissiedou. Les agents des centres de prélèvement de la Covid-19 à nouveau soulagés dans leurs opérations de prise des données. Ils bénéficient désormais de 300 nouveaux outils technologiques de dernière génération. Il s'agit là d'un énième appui du CNS, Conseil national de sécurité, et son partenaire le PNUD. Procédant à la remise du don, le secrétaire général du CNS et la représentante résidente du donateur déclinent sens et enjeux de cet autre don. Afin de renforcer ce dispositif de collecte de données et de gérer au mieux les files d'attente au niveau des centres de vaccination, cette offre est une contribution essentielle dans notre dispositif de lutte contre la Covid. La stratégie vaccinale adoptée, comme on le sait, vise à réduire la mortalité et les formes graves de la maladie et a permis à la Côte d'Ivoire d'être parmi les premiers pays du continent à recevoir les premiers vaccins de COVAX. Et face aux nouvelles vagues enregistrées dans certains coins du monde et à l'apparition de nouveaux variants plus contagieux, ce qu'on appelle le Omicron, nous devons redoubler de vigilance, notamment à quelques jours des fêtes de fin d'année. Se réjouissant de cet autre coup de pouce à ces hommes sur le terrain, le ministre de la Santé sonne la mobilisation des populations pour relever le pari de 40% de couverture vaccinale dans les 3 prochains mois. Je saisis cette occasion qui m'est offerte pour encourager la population à se faire vacciner contre la Covid et les autres maladies, car le vaccin constitue la porte de sortie de cette crise sanitaire. Nous devons donc rester vigilants, car l'évolution de la pandémie est imprévisible et la menace donc d'une 4e vague est persistante. D'un coût de 43 millions de francs CFA, ce don fait suite à l'adoption par le CNS du pass sanitaire à QR code pour les voyageurs en vue de lutter contre les fraudes. Avez-vous déjà entendu parler des maisons préfabriquées? Ce type de construction émerge à Abidjan, plus économique, ultra résistant, confortable. Il séduit de plus en plus d'Ivoiriens, un secteur en pleine effervescence, mais qui a aussi son lot de difficultés. C'est le dossier du jour et il est proposé par Nadja Elja, Mathurin Badé et Tanguy Conan. Drissa Kolo Koulibaly est étudiant en licence 1 à l'Institut national de la jeunesse et des sports, INJS. Depuis 6 mois, c'est ici qu'il vit au quotidien. Cette chambre, en apparence ordinaire, a été construite avec une technique bien particulière, le préfabriqué, une technique de construction sans briques de ciment qui consiste à un assemblage de matériaux. L'étudiant ne trouve aucun inconfort à vivre dans cet appartement. Ici, comme à la maison, je trouve que c'est la même chose en fait. C'est la même chose, je n'ai pas de différence. Les bâtiments d'un autre genre semble bien résister aux intempéries. L'on se souvient encore de l'incendie récent qui a fait plus de peur que de mal, selon le superviseur. On s'est rendu compte qu'effectivement, ces bâtiments résistent effectivement au feu parce que vu l'intensité des flammes, de l'incendie, tout, et après on a vu que le dégât était vraiment moindre. Au total, près de 1800 étudiants vivent dans ces maisons érigées en 2017 à la faveur de la 8e édition des Jeux de la francophonie. Pour comprendre ce modèle de construction, nous retrouvons sur ce chantier Lagazeni Danyogo, entrepreneur dans le domaine de la construction. Sa particularité, les maisons préfabriquées. Ici,
Il exécute les travaux de construction d'un bâtiment de 3 pièces et 4 salles d'eau. Ici, par exemple, le projet initial, c'était un bâtiment qu'ils voulaient construire ici. L'entrepreneur précédent parlait de 6 mois à 1 an. Nous, on a pris le projet, on lui a donné un délai d'1 mois. On est dans la 3e semaine. Et là, nous sommes à 90% des travaux. On avait déjà les dimensions, tout était déjà connu. Donc, la première des choses, d'abord, on commence à planter le chantier avec les poteaux galvanisés, le matériel, ainsi de suite, et on commence le montage. Pour ce type de bâtiment construit en gamme économique sur une superficie de 17 et sur 6 mètres, il faudra compter environ 17 millions de francs CFA contre 22 millions pour une maison classique. S'ils sont avantageux en termes de coûts et de temps de construction, les préfabriqués sont aussi solides. Leur durée de vie dépend de la qualité des matériaux utilisés. Un secteur porteur dans lequel s'est lancé Eric Ehouman depuis 2018. La construction commence à prendre de l'ampleur au niveau national et donc les sollicitations sont nombreuses. On a dû faire des constructions même dans des espaces sanitaires. Si ces maisons préfabriquées semblent séduire les entreprises qui en font des bureaux, leur acquisition en tant que logement reste encore un défi à relever pour les constructeurs. J'ai connu 2 ou 3 clients qui sont venus vers moi, on a échangé. Il y a le premier qui dit non, la banque a refusé de le financer. Il y a le second qui dit non, il n'a pas trop confiance. Mais il y a un qui nous disait que, par exemple, le R+ installé en duplex, est-ce que lui pourra piler foutu? J'ai dit, mais bien sûr. C'est de l'acier galvanisé très solide. À cela s'ajoute l'absence d'usines de fabrication des matériaux sur place et la concurrence d'amateurs qui pourraient mettre à mal la réputation de ce secteur d'activité naissant. Aujourd'hui, il y a une panoplie d'entreprises qui commencent à s'installer. Ce domaine mérite d'être organisé, voilà, pour ne pas que le petit ferronnier du quartier s'y adonne. Et pour ne pas que demain l'État nous tombe dessus, parce qu'une mauvaise construction pourrait mettre à mal notre activité. Introduit en Côte d'Ivoire dans les années 2000, la maison préfabriquée connaît depuis quelques années un intérêt grandissant auprès des entreprises. La plupart des professionnels du secteur affirment avoir appris sur le tas, avant d'y joindre une formation à l'étranger auprès de pays expérimentés dans cette technologie novatrice telle que la Turquie. Le président Alassane Ouattara a reçu les lettres de créance des ambassadeurs de Mauritanie, d'Italie, d'Espagne, de Sierra Leone et d'Indonésie. Les 5 diplomates ont promis de renforcer les liens de coopération entre la Côte d'Ivoire et leurs pays respectifs. Les précisions de Pierre Dipomela. Mohamed Abdallahi Katra de Mauritanie, Arturo Luzzi d'Italie, Rafael Soriano Ortiz d'Espagne, Edi Sidiki Massali de Sierra Leone et Dindin Wayudin d'Indonésie, tous des ambassadeurs accrédités de leur pays, prennent nouvellement fonction en Côte d'Ivoire. Ils ont présenté leur lettre de créance au président de la République Alassane Ouattara. Ces diplomates ont pris l'engagement d'œuvrer à la diversification et au renforcement des relations de coopération qui existent entre leurs pays respectifs et la Côte d'Ivoire. Je suis là pour renforcer ces relations sous les orientations et sous les directives de son Excellence, le Président de la République de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Donc, ces relations sont appelées à se développer. Sur le plan bilatéral, nous avons déjà des bons rapports, comme je disais. Nous avons une collaboration, par exemple, excellente dans le secteur migratoire. On vient de signer des accords entre les 2 ministres de l'Intérieur. On a une bonne relation à niveau économique. Il y a 80 entreprises italiennes qui sont là, mais il faut améliorer. Et déjà, à partir de cette semaine, je peux vous dire qu'il y a une délégation d'entreprises italiennes qui sont en Côte d'Ivoire. L'Espagne est déjà le 8e fournisseur mondial en Côte d'Ivoire et le 4e parmi les pays qui font partie de l'Union européenne. Nous sommes convaincus qu'il y a beaucoup encore à offrir. Avec l'appui du Bureau commercial et économique de l'ambassade, nous allons travailler pour intensifier la présence des entreprises et des investisseurs espagnols en Côte d'Ivoire, toujours dans le cadre du plan national de développement lancé par le gouvernement ivoirien. Which
La Côte d'Ivoire et la Sierra Leone sont deux pays frères. Nous sommes déjà en discussion sur beaucoup de domaines de développement. Nous souhaitons mettre en place un pipeline entre la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone. Nous discutons aussi sur les questions relatives à l'éducation et à l'économie. L'histoire de notre relation date depuis 1955, où il y a eu la conférence entre l'Asie et l'Afrique. Depuis lors, nous partageons une relation fructueuse et nous comptons renforcer cette coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Indonésie dans les domaines de l'agriculture et aussi dans plusieurs autres domaines, également dans les infrastructures. Le président Alassane Ouattara a, à son tour, souhaité aux diplomates la bienvenue en terre ivoirienne. Nous vous souhaitons la bienvenue en terre ivoirienne. La Côte d'Ivoire est de tradition un pays d'hospitalité et de fraternité, avec une chaleur humaine dont vous avez déjà, je l'espère, sans doute, commencé à expérimenter depuis votre arrivée. Je voudrais vous assurer de ma disponibilité et celle du gouvernement pour vous accompagner dans l'accomplissement et la réussite de vos missions. La Côte d'Ivoire, depuis plusieurs décennies, entretient d'excellents liens d'amitié et de coopération avec la Mauritanie, l'Italie, l'Espagne, la Sierra Leone et l'Indonésie, a indiqué le chef de l'État ivoirien. Il les a ensuite encouragés à poursuivre les efforts pour affermir les liens de coopération. À la découverte du village de Sordi dans la région du Tchogolo et ses murailles oubliées, des murailles construites au XVIIIe siècle contre l'invasion de Samori Touré. Elles suscitaient crainte et admiration autrefois, mais aujourd'hui c'est un village qui vit sous l'éteignoir. Pourtant, il porte en lui une grande richesse culturelle, une histoire unique, authentique, qui doit être connue et même reconnue selon ses habitants. Le reportage de nos envoyés spéciaux, Timé Danger et Kimo Eric. Axe Ouangolo-Dougou-Pogo, à mi-chemin, en plein septentrion ivoirien. Cette route, récemment reprofilée, elle mène à Sordi, capitale du florissant empire du pays sénoufo, Tchébala, du XVIIe au XIXe siècle. Avant le temps de la colonisation, Sordi était une très grande puissance qui tendait sur le nord jusqu'à une limite artificielle avec le Burkina actuel qu'on appelle Bagbe. Ça partait jusqu'à ce niveau. Et Sordi faisait frontière jusqu'avec le royaume de Kénédougou, c'est-à-dire à Sikasso. Voilà, sur ce côté. Et en allant maintenant vers le sud, Sordi faisait frontière avec le peuple Nyarafolo. Un lieu historique qui pleure dans l'indifférence sa renommée perdue. Tous ceux qui arrivent ont dit vraiment ça c'est une vraie richesse et puis c'est authentique. Mais jusqu'à présent, la localité n'a pas bénéficié de quelque chose où on peut dire c'est grâce à toute la richesse culturelle qui se retrouve à Sordi que Sordi a bénéficié. Curiosité qui a résisté au passé glorieux, ces murailles construites de 1883 à 1885 par des captifs lors des guerres de conquête de territoire. Elles n'ont aucun secret pour ce natif de la localité. Ici, c'est la première clôture. C'était le cordon sécuritaire. Donc, à partir de là, les soldats étaient à l'intérieur de cette clôture qui faisait la clôture de toute la localité, c'est-à-dire le grand village Sordi. Et à travers ce mur, les ancêtres avaient trouvé l'ingénieuse idée de placer des trous. Et à partir de ces trous, les gardes qui étaient à l'intérieur des murailles parvenaient déjà à cibler l'ennemi venu de loin. Rempart sur 41 hectares contre l'invasion des empires voisins, dont ceux du Wassoulou et du Kénédougou, avec pour capitale Sikasso, les murailles ceinturent à 3 niveaux le village cofondé par 3 chefs guerriers venus de Kong après l'attaque par Samori Touré. Au-delà même des guerriers physiques, il y avait les guerriers mystiques. Chaque balustrade était posée sur 2 albinos et le mur était fait sur eux. Quand tu venais et que tu étais de mauvaises intentions et que tu venais t'attaquer au village, dès que tu dépassais le seuil de la rentrée, tes pouvoirs mystiques s'échappaient. Donc c'est pour dire à tous les guerriers Koyara qui vont s'en prendre, traverser ces genres de portes-là, finalement leurs pouvoirs sont finis. Donc on t'attrape comme un petit poulet et puis vraiment on te mange facilement, quoi. Si le temps a fait son effet,
et a fini par avoir raison de certains pans du premier niveau, les pieds, eux, se tiennent toujours fermement debout. Chaque année, les vieux disent « cette année-là, ça va tomber, cette année, ça va tomber », mais ça ne tombe pas. Au pied de la seconde ceinture, l'état de dégradation avancé est palpable. Aujourd'hui, vous voyez que ça est dans un état de délabrement très avancé. C'est dû à des arbres qui ont poussé autour et puis les racines sont en train de provoquer sa destruction. Mouvement maintenant vers le dernier rempart qui donne à la cour royale. Là, seul un tracé à peine perceptible. Pourtant, cette ceinture était stratégique. Vous voyez cette pierre-là, c'est cette trace-là, c'est cette clôture-là qui faisait le tour de la chefferie. C'est à l'enceinte de ça que se trouvait le chef et sa famille. À l'intérieur, un caveau où reposent les fondateurs et ceux qui les ont succédés au trône. Ça, c'est la tombe du fondateur lui-même, le chef du village, Tchewol Pié. Vous allez voir dans certains documents Piéyo. Voilà, vous allez voir dans certains documents Tchewol Pié, Ouattara Pié, ou bien Ouattara Tchewol Pié, c'est le même nom, qui était parvenu à rendre en tout cas Sordi invincible. Village guerrier, Sordi, est un voyage dans l'univers de l'histoire des guerres de conquête dans l'ancien Soudan et la boucle du Niger, mais aussi dans l'organisation culturelle, cultuelle et sécuritaire du peuple sénoufo Djebala qui y pratique toujours le poro. Sordi, c'est toute une école, Sordi, c'est une richesse culturelle, Sordi, c'est une histoire, Sordi, c'est une incarnation, Sordi, c'est la transmission des valeurs d'un vrai peuple sénoufo, d'un peuple qui est resté digne, d'un peuple qui est resté fort même dans les moments les plus difficiles. Sordi, c'est tout. Sordi, c'est la valeur du peuple Tchébara. 18h. Le soleil décline et sonne le départ de Sordi. Un village aux 1001 secrets, couché sur une gloire multiséculaire perdue. Pour le retrouver, un plaidoyer. L'inscription de Sordi au patrimoine immatériel de l'UNESCO. À 8 jours de la fin du RGPH, la sensibilisation se poursuit. À Beauville, le taux de participation est seulement de 56%. Les populations ont donc été appelées à se mobiliser massivement pour la réussite de cette opération qui est importante autant pour la ville que pour la nation tout entière. Les précisions de Pierre Dipomella. Autorités administratives, élus locaux, les chefs de village des 14 sous-préfectures que compte la région de Lagny-Bitsiassa ainsi que les communautés étrangères veulent mutualiser leurs efforts pour donner un coup d'accélérateur au recensement dont le taux est estimé à seulement 56% dans cette partie du pays. Le directeur national du RGPH et le ministre de la Santé, tous deux fils de la région, veulent mettre à profit les 9 jours additionnels accordés à l'opération de recensement par le chef de l'État pour inverser la tendance. La progression que nous avons eue à l'issue donc des 21 premiers jours est forte, c'est encourageant mais n'est pas suffisant puisqu'on n'a pas pu atteindre 100% partout. On a pu comprendre que ça et là, quelques difficultés sont nées, donc des incompréhensions que nous avons vite aplanies. Et ce qui est important, c'est l'engagement de tous à collaborer et à affûter les stratégies pour que nous puissions arriver donc, à la fin de cette opération avec plus de 100% donc, de résultats attendus. Nos agents recenseurs même, deux fois, traînent un peu les pieds dans leurs actions. Et je crois que ce soir, nous avons remobilisé nos superviseurs pour qu'ils fassent de corps à corps pour nous permettre effectivement, au soir du 7 décembre, de pouvoir recenser toute la population de Lagny-Bitsiassa. Le 5e recensement général de la population et de l'habitat, initialement, devait s'achever dimanche 28 novembre. Il est repoussé au 7 décembre prochain. Le directeur de l'INS, Institut national de statistique, par ailleurs directeur national du RGPH, fait le tour des zones à faible taux pour accentuer la sensibilisation et lever les blocages qui sont entre autres la mobilité des agents recenseurs et la réticence de certaines communautés à se faire recenser. Autre sensibilisation, celle des populations installées au pied des poteaux électriques pour prévenir d'éventuels drames. La CIE est sur le terrain depuis jeudi pour les inviter à se relocaliser. Une opération diversement appréciée, comme nous le montre dans ce reportage Timé Danger. Cocody, prolongement du boulevard des Martyrs. Sur le flanc droit, des artisans tiennent leur commerce. Sur leur tête, des fils électriques des poteaux de haute tension de desserte interurbaine. De quoi inquiéter le distributeur de l'électricité qui descend alors sur le terrain. Une présence sur les lieux pas bien perçue, surtout qu'elle fait planer le spectre d'un déguerpissement à venir. Je travaille ici depuis 3 ans maintenant bientôt. Ce
sommes conscients du danger. Voilà. Comme tout le monde, on sait que être sous les lignes de haute tension, c'est pas vraiment normal. Mais la situation bouge pas. Cap maintenant sur Abobo. À quelques encablures de Coco Service, au pied des conduits électriques, d'autres artisans vaquent à leurs occupations. Au mépris du danger d'électrocution. Même constat dans ce quartier à moins de 10 km de là. En première ligne, le chef des opérations joue la carotte. Cette première phase, révèle-t-il, va être suivie de celle du bâton. Une fois qu'on a fait cette phase de sensibilisation, je pense que les prochaines étapes, c'est d'amener ces populations, entre guillemets, comme on le dit souvent, faire leur bonheur malgré eux. Parce que si on ne fait pas ça, quand le sinistre arrive, on est tous mal à l'aise et on est devant des situations tristes où on n'arrive pas à prendre de bonnes décisions. Interpellés, les occupants plaident leur cause. On est inquiet, mais c'est manque de moyens que nous sommes. Si nous avons les moyens, on ne peut pas venir habiter ici avec les enfants. Le manque de moyens, pourquoi ici c'est mes enfants. Et c'est qu'on est en danger. Je ne sais pas où aller à cause de ça. Notons que le commando de la CIE s'est déployé également à Port-Bouévridi et à Abobo Poste 225. Autre site d'occupation d'emprise électrique à des fins de commerce ou d'habitation. Colère et indignation dans le camp de Sori Diabaté. L'ex-vice-président et candidat à la présidence de la Fédération ivoirienne de football était face à la presse ce lundi. Il récuse toutes les accusations de mauvaise gestion portées contre lui et son équipe par la présidente du comité de normalisation de la Maison de Verre. Salif Yalekwe, Kim Eric. L'ex-vice-président de la Fédération ivoirienne de football, Sori Diabaté, et ses collaborateurs, membres de l'ex-comité exécutif de la fêtière du football ivoirien, ainsi que des membres de la famille de feu, Sidi Diallo, ancien président de la FIF, étaient face à la presse ce lundi. Objectif, répondre à plusieurs accusations dont ils ont été l'objet lors de la sortie mardi dernier des membres du comité de normalisation de la FIF. Des audits au contrat avec certains partenaires, en passant par la gestion des stocks médicaux, Sori Diabaté et ses amis nient tout et qualifient cette sortie de Connor FIF de calomnie gratuite. Il y aura toujours un agent comptable qui, lui, sur la base de ce document, se déplace avec l'équipe et engage et paye toutes les dépenses. Donc on ne peut pas dire qu'on fait de paiement aux gens sans papier. Comme le docteur l'a précisé aujourd'hui, avec les quantités d'eau qu'on donne aux joueurs et à toute la délégation, on ne dépasse pas le million. Contrairement à ce qu'on vous explique, les primes sont virées sur les comptes des joueurs quand les matchs ont lieu à l'extérieur et quand il s'agit des phases finales de compétition. Mais quand on vient jouer à Abidjan, en accord avec les joueurs, on paye les primes en espèces. Pourquoi? Parce que les joueurs veulent avoir des CFA pour leurs parents, pour leurs amis, pour le Goïn, donner un peu de jetons. Ça, c'est nos accords avec les joueurs. Que quand on joue à Abidjan, on paye la prime en espèces. Et c'est l'agent comptable qui paye. Expliquez aux Ivoiriens ce que c'est les 4 milliards. Ça part de quel rapport? C'est le rapport de EY, SNN Senyang qui dit qu'on a volé 4 milliards 5. C'est le rapport du commissaire aux comptes? Ou bien c'est le rapport de l'inspection générale d'État? Vous avez les documents, mais mettez-les à disposition. Point par point, vous nous dites, vous nous interrogez, ça, où est la pièce justificative? Mais nous, on va vous la sortir. Tous les documents sont à la fédération. On vous a écrit depuis le 22 septembre pour dire, transmettez au comité exécutif les différents rapports d'audit que vous avez, afin qu'ils puissent au moins se prononcer là-dessus. Nommé par la FIFA le 14 janvier dernier, le comité de normalisation dirigé par Mariam Dao Gabala dirige la Maison de Verre depuis bientôt 1 an. Le bilan à mi-parcours du Connor FIF suscite le débat au sein de la famille du football ivoirien, après avoir constaté l'impossibilité de tenir l'élection du président de la Fédération ivoirienne de football à bonne date, c'est-à-dire fin décembre 2021. Et puis l'Africa Sport a un tout nouveau président. Il s'agit de Kuyo Narcisse qui avait déjà dirigé le club vert et rouge de 2006 à 2011. Il a été élu ce dimanche lors d'une assemblée générale. Son discours et les avis des populations après son élection dans ce reportage de Nadja Ejar et Mathurin Badé. Au nom des sportifs, de façon générale,
Au nom des supporters de l'Africa Sport, des sympathisants de l'Africa Sport, nous mettrons tout en œuvre pour nous rapprocher de leurs rêves. Parce que le sport, après tout, c'est un rêve. Je prends l'engagement également que nous ne resterons pas plus d'un championnat en 2e division. C'est par cette promesse que Kouyo Théa Narcisse démarre son mandat en tant que président de l'Africa Sport National pour les 4 prochaines années. Élu avec 29 voix sur 35 votants, soit un suffrage de 82,85%, le nouvel homme fort du club fait déjà naître de l'espoir dans le cœur des supporters. Il n'a qu'à se tenir prêt parce que l'Africa va venir en puissant. L'Africa Sport, vous allez voir ce qui va se passer et vous serez content. Je peux dire enfin, Africa va avoir au moins la paix. On n'avait pas un président, ça coule ça, Africa est parti en 2e division. Sinon, aujourd'hui, on a un président dont l'Africa va monter en 1re division. Du côté de la population et en particulier des supporters de l'ASEC Mimosa, on se réjouit de cette élection qui sera sans nul doute bénéfique pour la compétition. Ça va apporter quelque chose de bon à l'Africa parce qu'il a été président de l'Africa de 2006 à 2011. Bon, on a vu pendant sa présidence, l'Africa était champion de Côte d'Ivoire. Donc je pense qu'avec lui, l'Africa va relever le défi et revenir en 1re division pour que vraiment on puisse revivre le derby ASEC Africa comme à son temps. Quand on parle de victoire, c'est qu'il y a eu combat. Donc c'est déjà très bon parce qu'on parle de championnat, il faut que ça soit tendu. L'élection du nouveau président intervient après une série de crises au sein de ce club qui a contribué à faire les beaux jours du championnat national. Parmi les premiers chantiers prévus par Kouyo Théa Narcisse, on note la construction du siège de l'Africa Sport National. Lors de cette assemblée générale élective, Kouyo Narcisse était opposé à Michel Degna après que Cheikh Koné se soit retiré de la course. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure. Excellente soirée à tous.